Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'ASEAN. Alors l'ASEAN, c'est quoi? Pour la faire courte, c'est une institution regroupant 10 pays d'Asie du Sud-Est. Si la forme n'est pas sans rappeler l'Union Européenne, il y a tout de même quelques différences notables. Dans le détail, l'ASEAN repose sur 3 piliers. La communauté économique, d'ailleurs en 2020 sera créé un marché unique, qui d'ici 2030 deviendra la 4e puissance mondiale. Le second pilier, c'est la communauté politique et sécuritaire de l'ASEAN. Et le dernier pilier, c'est la communauté socio-culturelle de l'ASEAN. La grosse différence entre l'ASEAN et l'Union Européenne, c'est que l'Union Européenne a été créée dans le but de transférer de la souveraineté des États vers l'Union, tandis que l'ASEAN a décidé de suivre ce qu'on appelle l'ASEAN Way. Cette ASEAN Way repose sur 3 principes. Le consensus, le refus d'aborder les questions de politique intérieure des États de l'ASEAN, et la liberté pour les États membres de ne pas se plier aux décisions de l'ASEAN. Bref, l'idée c'est que chaque État doit garder sa souveraineté sur son territoire et respecter celle des autres, tout en essayant de se coordonner pour peser sur l'international. Alors, pourquoi l'ASEAN s'est créée? Imaginez, on est en 1967, dans un contexte de guerre froide. Vous êtes le dirigeant d'un des 5 petits pays autoritaires situés entre l'Inde et la Chine, qui sont 2 très gros pays. Si vous voulez garder un minimum de souveraineté sans être un satellite de la Chine, vous devez vous coordonner un minimum pour pouvoir peser face à la surpuissance sans avoir besoin de devenir un état satellite des USA. De plus, Malais et Indonésiens sortent d'un terrible conflit armé, ce qui leur a fait prendre conscience qu'il faut essayer d'apaiser les tensions dans la région. Bref, le but, c'est la paix entre les membres de l'ASEAN et la cohabitation avec le voisin chinois sans se faire bouffer. À la fin du XXe siècle, les 5 pays restants du sud-est de l'Asie ont rejoint l'ASEAN, et un 11e pays, le Timor oriental qui a fraîchement acquis son indépendance, compte les rejoindre le plus tôt possible. Pour le bilan de l'ASEAN, pour le moment, c'est pas si mal. Niveau paix, il n'y a plus de vraie guerre entre les pays de l'ASEAN. Néanmoins, il y a parfois des escarmouches entre Thaïs et Cambodgiens, et certaines régions à l'intérieur des États d'ASEAN sont parfois à la limite de la guerre civile. Certaines minorités luttent parfois violemment pour leur indépendance, comme sur l'île de Mindanao aux Philippines, et certains peuples se font persécuter comme les Rohingyas au Myanmar. Niveau international, l'ASEAN a une fois réussi à peser sur des négociations importantes. En 1978, le Vietnam, qui n'a pas encore intégré l'ASEAN, est lassé par les incursions des Khmers rouges sur son territoire. Le Vietnam a donc décidé d'envahir le Cambodge et a même fini par renverser le dictateur Pol Pot, et installe ensuite un de leurs hommes au pouvoir au Cambodge. A cette époque, et les USA et la Russie souhaitaient voir la fin du dictateur Khmer, et les 2 surpuissances mondiales devaient donc être plutôt contents de l'intervention vietnamienne et ne devraient pas demander de sanctions. Néanmoins, c'était sans compter sur les pays membres de l'ASEAN qui ont fait pression à l'ONU pour obtenir le départ des Vietnamiens du Cambodge. L'ASEAN a réussi à faire du Vietnam un état paria, les forçant à se retirer du Cambodge. Niveau souveraineté, c'est assez partagé. Les états de l'ASEAN ne sont pas totalement des états satellites de la Chine et gardent une vraie méfiance envers ces derniers, mais les pays sont fortement influencés sur le plan économique par la Chine, qui considère l'Asie du Sud-Est comme son aire d'influence, et joue sur les divisions au sein de l'ASEAN pour obtenir ce qu'ils veulent. Niveau droits de l'homme, on peut voir ça comme une réussite puisque les états autoritaires de l'ASEAN n'en veulent pas et que l'ASEAN permet de conforter ce choix. Bref, défaite des droits de l'homme et victoire des états autoritaires de l'ASEAN. La grosse blague, c'est qu'ils ont créé une commission intergouvernementale sur les droits de l'homme qui dit que l'exercice de ces droits ne peut entrer en contradiction avec l'intérêt général et le bien-être du peuple. Parlons maintenant de la répartition de la population en ASEAN et ressortons nos graphiques. Vous savez, ceux qui cherchent à voir combien de villes ressortent par pays. Si on prend le nord de l'ASEAN et les pays majoritairement bouddhistes, on peut voir que plusieurs villes sortent du lot et sont en général une ville très dominante. Par exemple, en Thaïlande, la ville de Bangkok écrase tout le territoire puisque 27,5% de la population thaï vit dans cette ville. Dans la mesure où 50% des citoyens thaïs vivent dans une ville, Bangkok représente donc 55% des villes du pays. On peut aussi trouver quelques villes moyennes dans le sud du pays, dans le nord et dans l'est, auxquelles s'intègre Vientiane, la capitale laotienne. À l'est, le Vietnam s'organise autour de 2 réseaux de villes.
une au sud, centrée autour d'Ho Chi Minh et qui s'étend jusqu'à Phnom Penh, la capitale cambodgienne, c'est la région du delta du Mekong, et le nord avec le réseau de villes qui s'organisent autour de Hanoï et le delta du fleuve Rouge. En Birmanie, il y a 2 mégalopoles qui pourraient se dessiner. Une au sud, autour de Rangoon, ainsi qu'une dans le centre qui est polycentrique et qui se situe entre Naypyidaw, la nouvelle capitale, et Mandalay. Ces 2 villes sont en termes de population la seconde et la 3e plus grande ville du pays. Aux Philippines, c'est un peu comme en Thaïlande avec des proportions moindres, c'est-à-dire qu'il y a une ville qui écrase tout, avec 22,5% des habitants du pays, et 2 réseaux de villes moyennes. L'une se situe au sud du pays et l'autre au centre du pays. Au total, pour chaque état du nord de l'ASEAN, le pourcentage de la population qui vit dans les villes tourne entre un quart et la moitié des habitants. La moyenne est de 40%. Passons maintenant au sud de l'ASEAN, composé de pays majoritairement musulmans, et ses 2 principaux pays que sont l'Indonésie et la Malaisie. Enclavé entre ces 2 pays, vous trouverez l'emblématique état de Singapour, constitué d'une unique aire urbaine du nom de Singapour qui s'étend au-delà des frontières du pays. C'est donc en toute logique que la totalité du pays vit en zone urbaine. Un pont sépare Singapour de la ville de Malaisie, Johor, qui fait donc partie de l'aire urbaine de Singapour. Au-delà du détroit de Singapour se trouve la ville indonésienne de Batam, elle aussi sous influence de Singapour. La partie de la Malaisie la plus dense est de loin la région de 8 millions d'habitants située autour de Kuala Lumpur, la capitale économique du pays et qui comprend également Putrajaya, la capitale administrative. Au nord-ouest du pays, une zone un peu plus vaste et beaucoup moins dense comprend plusieurs villes qui pourraient se structurer pour faire une petite mégalopole polycentrique. A noter qu'une partie de la Malaisie se situe sur l'île de Bornéo et est constituée d'un réseau de villes moyennes situées sur la côte auquel s'intègre l'état du Brunei. La Malaisie et Brunei ont 3/4 de leur population vivant dans une ville. Pour l'Indonésie, ce chiffre atteint les 55%. Mais si on veut vraiment bien comprendre comment se répartit la population indonésienne, il faut commencer par parler des différentes îles et archipels sur lesquels la souveraineté indonésienne s'exerce. Et non, on ne reparlera pas de l'île de la Nouvelle-Guinée qui a déjà été traitée dans ma vidéo sur l'Océanie. Des îles et archipels des moins importantes aux plus importantes, on peut d'abord trouver les Moluques, composés de 3 millions d'habitants avec pour ville principale 2 villes moyennes, Ambon et Ternate. Au sud de l'Indonésie, on trouve l'île emblématique de Bali et sa capitale Denpasar de 2 millions d'habitants. En face de l'île se trouve la capitale de l'archipel de la Sonde, Mataram, et son aire métropolitaine de plus d'1 million d'habitants. A noter que le Timor oriental, qui n'a pas encore intégré l'ASEAN, se trouve aussi sur l'archipel de la Sonde. Ensuite vient l'île de Bornéo au nord, avec Banjarmasin et ses 2 millions d'habitants situés au sud de l'île, et Samarinda à l'est et ses 1 million d'habitants, et qui pourrait connaître une croissance très forte dans quelques dizaines d'années, et dont on reparlera un peu plus tard dans la vidéo. L'île suivante sur la liste est celle du Sulawesi, composée de 2 villes principales, Makassar, située au sud de l'île et comprenant 2 millions d'habitants, et Manado, située au nord de l'île, au cœur de la région du Belindo, avec une population qui, selon les estimations, pourrait avoisiner les 1 million d'habitants. L'avant-dernière île est celle de Sumatra, composée de 2 villes principales, Medan au nord, composée de 5 millions d'habitants, et Palembang au sud, qui en comprend 2,5 millions. Et notre dernière île, comment dire ? L'île de Java, à elle seule, elle représente 150 millions d'habitants, soit 2 fois plus que la France, dans un territoire 5 fois plus petit. Du coup, la question se pose, pourquoi l'île de Java est-elle autant peuplée ? Eh bien, la réponse est multifactorielle. Tout d'abord, les sols volcaniques sont très fertiles, ce qui est propice à avoir une grande densité. Plus les terres sont fertiles, plus vous pouvez nourrir de monde. Ensuite, les Javanais ont su assez tôt comment irriguer leurs terres, ce qui est très utile pour la culture de la canne et du riz. De plus, les cultures de l'arachide, du soja et du tabac font fleurir l'économie de l'île et demandent beaucoup de main-d'œuvre, ce qui est encore un facteur encourageant le territoire à se peupler. Les princes qui occupaient le territoire avaient donc tout intérêt à empêcher ses habitants d'immigrer ailleurs et n'hésitaient pas à interdire les déplacements de ses citoyens entre 2 provinces. Sous le contrôle hollandais, des lois pour limiter la mobilité sont maintenues pour pouvoir faire plus de profit.
La conséquence de cette forte densité, c'est qu'actuellement, la capitale Jakarta a pompé énormément d'eau dans la nappe phréatique et s'enfonce dans le sol. Actuellement, 40% de la ville se trouve sous le niveau de la mer et pourrait atteindre 95% en 2050. Alors ces 40% ne sont pas totalement engloutis sous les eaux, rassurez-vous, mais la ville est de plus en plus souvent victime d'inondations et risque l'effondrement du sol. La construction d'une digue est prévue, mais cela semble insuffisant. Le gouvernement indonésien a donc décidé de construire une nouvelle capitale administrative sur l'île de Bornéo, île appelée Kalimantan par les Indonésiens. La nouvelle capitale serait située entre Samarinda et Balikpapan et pourrait à terme booster la démographie de ces deux villes. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'un des pays de l'ASEAN décide de changer sa capitale administrative. Par exemple, en 2005, la Birmanie, contrôlée par une junte militaire, a remplacé sa capitale située à Rangoon, car considérée comme trop accessible par un pays étranger qui attaquerait le territoire et trop risquée en cas de manif, par Naypyidaw, une ville créée au milieu de la jungle dans laquelle vous pourrez trouver une superbe autoroute 2 fois 8 voies. Ah, regardez-moi cette autoroute, n'est-elle pas majestueuse? Le déplacement de la capitale a été fait le 6 novembre 2005 à 6h37 précise. Oui, c'est précis. Ce sont les économistes qui ont calculé la date idéale. Non, en fait, c'est pas exactement les économistes qui ont calculé cette date. Mais c'est plutôt les astrologues. Ouais, je sais. Autre exemple un peu plus cool de déménagement de capitale, c'est celui de la Malaisie. Kuala Lumpur reste le centre économique, mais le gouvernement a été transféré à Putrajaya. La cité nouvelle de Putrajaya est entièrement gérée par informatique et elle est recouverte à hauteur de 1/3 par des espaces verts. L'ambition du gouvernement malais est carrément d'en faire une Silicon Valley malaisienne. L'architecture s'inspire de pays musulmans un peu partout dans le monde, mais il y a quand même des trucs bien what the fuck dans cette ville. Bon déjà, ils se sont inspirés des Champs-Élysées pour leur avenue principale. Jusque là, c'est normal. Ensuite, ils ont reproduit à l'identique le pont parisien Alexandre III. Pourquoi pas. Par contre, la reconstitution à l'exact du centre-ville de Colmar en France et du château alsacien de Haut-Königsbourg, c'est comment dire, randomesque. Bref, si vous êtes du centre de l'Alsace et que vous visitez Putrajaya, vous risquez de ne pas être dépaysé. Au total, la construction de la capitale malaise a coûté la bagatelle de 7,5 milliards d'euros. En vrai, ça paraît cher, mais en fait, ça coûte aussi cher que 5 ans de CNU en France ou 4 mois de CICE. Pour finir cette vidéo sur l'ASEAN et conclure sur la démographie des villes de toute la région, reprenons nos courbes pour voir combien de villes se situent dans le peloton de tête de l'ASEAN, ainsi que leur emplacement. Quand on regarde les courbes, c'est assez facile, on voit que le pic est à 11 villes. On sélectionne donc nos 11 premières villes et on peut voir que 4 sont situées à Java, qu'on en a 2 proches dans la péninsule malaise et que dans le nord, elles sont assez éloignées les unes des autres. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et si vous voulez donner votre avis de constitutionnaliste aguerri sur c'est qui a la meilleure constitution entre l'ASEAN et l'Europe, vous pouvez le faire dans les commentaires.